le Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora. On a un sujet aujourd'hui extrêmement intéressant et pertinent. Et comme je le disais à mes collègues avant d'ouvrir la salle virtuelle, je crois que les démocraties ou la démocratie dans le monde est un peu un point chaud. On le voit avec ce qui se passe évidemment en Chine. On a vu ce qui se passe évidemment avec nos voisins ici aux États-Unis, ce qui se passe en Birmanie également. Donc, clairement, les enjeux démocratiques sont extrêmement délicats, fragiles, mais aussi importants, enfin pour celles et ceux qui croient au postulat de la démocratie. Donc, on a la chance et l'opportunité aujourd'hui de recevoir un doctorant donc, de l'UQAM, M. Marwan Attala, qui va donc vous présenter les résultats de sa recherche intitulée Lutte d'autodétermination dans l'Himalaya, analyse comparée des formes de mobilisation politique des mouvements tibétains et cachemiris au 20e siècle. Alors, c'est, comme je vous disais, un sujet particulièrement prenant, évidemment, dans une région du monde en particulier, mais pour lequel il y a certainement des liens, des ponts et peut-être même des leçons à tirer ailleurs dans le monde. Donc, c'est d'autant plus intéressant pour nous ici à l'Institut de vous recevoir parce que, évidemment, un des objectifs de l'Institut et en fait l'objectif même de l'UQAM, c'est de valoriser la recherche de la relève. Donc, d'avoir un étudiant au doctorat qui fait des travaux de cette qualité-là, d'un sujet aussi pertinent, arrive vraiment à point nommé. Je me permets, en l'occurrence, donc également, pour celles et ceux qui s'intéressent, qui sont en recherche notamment, nous avons d'ailleurs à l'Institut maintenant l'ouverture de bourses grâce à notre partenaire, la Banque Scotia. Donc, les bourses stages annuelles Banque Scotia IEIM sont actuellement ouvertes pour les étudiants du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat, évidemment inscrits à l'UQAM. Alors, renseignez-vous sur notre site Internet si jamais ça vous intéresse. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Donc, avant de laisser ma parole à mon collègue Mathieu Boisvert, je voudrais évidemment souligner dans notre salle virtuelle la présence de M. Francis Paradis, directeur du bureau du Québec à Mumbai, qui d'ailleurs fera le mot de la fin, le mot de conclusion de cette activité. Et je souligne aussi par ailleurs que, évidemment, le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec soutient l'IEIM à travers différentes activités, notamment notre série de conférences diplomatiques et le volet think tank francophone. Alors, on remercie évidemment notre partenaire du MRIF. Alors, sans plus tarder, je vais donc laisser la parole à Mathieu afin de présenter le contexte et le conférencier. Alors, bonne conférence. Bon, je vais être très bref parce que le conférencier a déjà été un peu présenté. Alors, Marwan Attala est candidat au doctorat en sciences des religions et il travaille pour son doctorat sur les provinces du nord-est de l'Inde, c'est-à-dire le Meghalaya, l'Assam, le Mizoram, le Manipur, alors des provinces qui sont un peu enclavées entre l'Inde continentale et la Birmanie et qui sont caractérisées en fait par une très grande diversité ethnique, mais je dirais plus précisément ethno-religieuse. Alors, ce que Marwan Attala nous présente aujourd'hui, c'est les résultats ou la synthèse, en fait, de ses travaux de deuxième cycle. Il a déposé son mémoire sur les luttes d'autodétermination dans l'Himalaya en sociologie en août dernier. Et je suis très heureux de participer à cette activité parce que la recherche de Marwan Attala m'apparaît comme une recherche extrêmement pertinente, comme le soulignait tout à l'heure François, dans notre contexte contemporain. Alors, la présentation de Marwan va être d'approximativement 25 minutes. Par la suite, je me réserve un petit mot pour revenir sur la présentation de Marwan Attala. Il y aurait une courte période de questions et ici, je vous demanderai de lever votre main virtuelle si vous désirez intervenir. Je vous donnerai la parole à ce moment-là, à tour de rôle, bien entendu. Et par la suite, on aura le mot de clôture, comme le soulignait François Audet, par le directeur du bureau du Québec à Mumbai, M. Francis Paradis. Alors, je vous rappelle que la conférence est enregistrée et je vous demanderai également d'éteindre vos micros pendant la présentation et de rouvrir celui-ci si la parole vous est donnée pour les questions. Alors, Marwan, je te cède la parole et merci également à l'IEIM et les gens qui y travaillent
d'offrir cette possibilité de conférence aujourd'hui. À toi, Marwan. Merci Mathieu, merci François et bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran parce que je vous ai préparé un petit support visuel pour la présentation. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc comme l'a dit Mathieu, c'est les résultats à peu près synthétisés pour la conférence de mon travail de mémoire. Donc quand je commence des présentations sur l'Inde, j'aime toujours parler en fait de ma rencontre un peu avec l'Inde rapidement. Moi, je suis allé pour la première fois en Inde pour un stage en 2014, en pleine période d'élection en fait, et l'élection qui sont avérées assez déterminantes dans l'histoire de l'Inde contemporaine en fait, avec la victoire du BJP aux élections législatives et la montée au pouvoir de Narendra Modi. Narendra Modi, qui a été réélu il y a quelques années, a participé et continue de participer à l'imposition d'une vision particulière de l'hindouisme et d'un nationalisme hindou au pouvoir. Et c'est en fait, quand je suis allé au Cachemire en 2017, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les militants actuels au Cachemire luttaient et se mobilisaient contre en fait, ce nouveau gouvernement. Et c'est bizarre, après, quand je suis rentré à Montréal, j'ai réalisé que c'est aussi l'aspect historique m'a beaucoup intéressé. Je voulais travailler sur la période contemporaine, mais en cherchant l'histoire du Cachemire, je savais que les périodes qui étaient très pertinentes pour la compréhension de la situation actuelle étaient deux périodes historiques, soit l'avant-indépendance, avant 1947, et après 1947. Durant mon séjour en Inde aussi, j'ai passé du temps au gouvernement tibétain en exil, dans lequel aussi je me suis intéressé à leur lutte d'autodétermination. Donc quand je suis retourné à Montréal, je me suis dit que dans la littérature, il n'existait pas de comparaison faite entre ces deux luttes. Donc je me suis activé à essayer de les comprendre au sein d'un travail socio-historique. Donc ma présentation va avoir une énorme partie en fait, historique où j'ai essayé de replacer les histoires de ces deux groupes, de ces deux mouvements au cours du XXe siècle, et ensuite essayer de comprendre comment ils ont divergé. Donc, ma problématique a été vraiment cela, de comprendre pourquoi Tibétains et Cachemiris ont-ils eu entre 1984 et 1989 des stratégies de revendication différentes. On parle beaucoup, on a aussi cette image d'un mouvement cachemiri qui a utilisé le militantisme armé et d'un mouvement tibétain qui a plutôt été dans la non-violence. Mais c'est quand on s'intéresse un peu à la littérature et à l'histoire des deux régions, on voit que c'est totalement, voire partiellement, voire totalement faux. Donc, c'est ça que j'ai essayé de rechercher et de comprendre durant mes recherches. Je vais commencer une première partie, comme j'ai dit, sur l'histoire du Cachemire. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que sous le sous-continent indien, pendant la colonisation et la conquête britannique, les différents régimes, que ce soit la Compagnie des Indes orientales ou la couronne directement, a établi un régime de paramountcy, en fait, où ils ont coopté des États locaux qui sont des États princiers dans le mécanisme de gouvernance. Le Cachemire avait une position très particulière au sein du régime britannique, car c'était avec Hyderabad l'un des plus grands. En plus de par sa position géographique, comme vous le voyez au nord, c'était celui qui, à l'indépendance, aurait pu le plus acquérir une autonomie. Une autre particularité avec le Cachemire, le Jammu et Cachemire, c'était que depuis 1846, un souverain sikh et puis hindou était à la tête d'une population majoritairement musulmane. Au courant du XXe siècle, après l'intronisation du dernier régent du Jammu-Cachemire, Hari Singh, plusieurs groupements de la société civile cachemiri ont commencé à s'activer dans le sillage du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, à essayer de comprendre leurs droits et essayer de s'identifier en tant que collectif politique. En partir de 1932, genre plus précisément, le Cheikh Abdullah, qui sera une figure très très importante dans l'histoire du Cachemire contemporain, a créé le premier parti cachemiri, la All Jammu and Kashmir Muslim Conference,
À la base, ce parti a essayé de rejoindre l'ensemble de la population cachemiri, mais avec une connotation islamique, musulmane, pour tisser les liens et pour cultiver ce parti-là. Ce qui s'est passé très rapidement, et aussi pendant que les mouvements cachemiris ont travaillé de pair avec les mouvements pan-indiens, le cheikh Abdullah dans ses mobilisations, s'est rapproché énormément de Nehru et a commencé à parler au nom de l'ensemble des Cachemiris dans un langage séculier, en fait. Il a dit considérer que l'axe de mobilisation au Cachemire devrait être une identité collective cachemiri et non une particularité musulmane. Donc on voit en fait entre 1932 et 1939 la tournure que prend Cheikh Abdullah dans sa contestation, à la fois avec les autres petits partis qui commençaient à émerger au Cachemire, et surtout le Maharaja, qui voyait très mal en fait la démocratisation de son État princier. Pourtant, jusqu'en 1946, en fait, la National Conference de Abdullah a dû vraiment se consolider contre des partis qui ont essayé de jouer le long des lignes ethniques et le long des lignes religieuses, à l'image de ce qu'on pouvait voir en Inde avec la Ligue musulmane de Jinnah et le Congrès d'un côté de Nehru. Mais c'était pourtant le JKNC de Abdullah et sa vision séculière qui arrivait à rejoindre le plus de Cachemiris. Au tournant de quelques mois avant l'indépendance de l'Inde, le Hari Singh, qui devait être le seul décisionnaire si le Cachemire, après la partition, allait rejoindre l'Inde ou le Pakistan, se retrouvait complètement déconnecté de sa population. Il est apparu comme une figure impuissante dans un monde en mutation dont il n'arrivait pas à saisir ni à suivre le rythme. Dans un contexte d'instabilité politique, où on voyait différentes pales, en fait, on voyait dans le Punjab voisin du Cachemire, beaucoup de tensions religieuses s'activaient, le Maharaja a décidé de rejoindre l'Inde et a nommé son ancien ennemi, le Cheikh Abdullah, à former un gouvernement provisoire. Dans ce contexte-là, le Cachemire s'est transformé en l'un des premiers terrains de guerre du conflit indo-pakistanais. Et les événements qui se dérouleront de 1947 à 1949 viendront marquer décisivement la région pendant les décennies à venir. Dans ce conflit, on voit vraiment dans le Cachemire se représenter le pathos de la partition, où on voit ce qui devait être célébré comme un État qui acquiert enfin son autonomie, c'est à céder à une violence ethnique et une violence religieuse. Pourtant, après l'accession du Cachemire à l'Inde, on voit une période où Abdullah, dorénavant dans un État avec qui il partageait la vision séculière, va être amené au pouvoir. Et pendant cette période, notamment de 50 à 53, va être négocié l'article 370 de la Constitution indienne, qui est un article très important parce qu'il dote l'État du Jammu-Cachemire de sa propre constitution. C'est le seul État indien durant la partition et pendant l'indépendance qui va acquérir ces dispositions spécifiques qui lui permettront d'avoir un certain degré d'autonomie. Pourtant, petit à petit, l'État indien va revenir sur ses prérogatives et dans les 70 dernières années, l'État indien a complètement réduit cette autonomie qui avait été acquise pendant la partition et pendant l'indépendance. Le cheikh Abdullah va jouer un rôle clé dans l'intégration du Cachemire à l'Inde, mais tout en voulant conserver une autonomie. Pour lui, lors de la partition, l'adhésion à l'Inde n'avait jamais écarté la possibilité d'une future indépendance. Ce qui lui vaudra en fait l'inimitié de Nehru à terme, parce que Nehru voyait très mal, après avoir vécu la partition, toute possibilité de scinder la nouvelle République indienne.
Donc, après 1953, son rapport avec Abdullah, qui avait été son ami pendant la lutte d'indépendance, se changera en une certaine forme de violence politique, car Nehru va faire enfermer Abdullah pendant plus de 20 ans. Pas de manière continue, mais soit en l'exilant, soit en le mettant à côté, interdisant de participer à la vie politique. Entre 1953 et 1975, une série de gouvernements fantoches va être mise en place par New Delhi, en fait, au Cachemire. Toutes ces administrations qui ont été mises en place par New Delhi vont éroder toutes les possibilités de... Attendez, mon ordinateur... Excusez-moi. Pendant toute cette période historique-là, l'État indien va directement nommer les dirigeants du Cachemire. Donc, pendant cette période, les espaces politiques conventionnels vont être complètement bloqués. Le cheikh Abdullah essaiera, avec la création d'un front en 1955, le plébiscite front, de jouer dans les espaces publics, tout en conservant une ligne de principe, soit la désobéissance civile et la non-violence. Mais il n'arrivera pas à revenir au pouvoir avant 1974. Un événement intéressant qui s'est passé pendant cette période, c'est que le Pakistan a cru voir l'enfermement d'Abdullah comme comme la possibilité d'une dissension politique au Cachemire. Donc le Pakistan s'est investi à travers l'opération Gibraltar dans le Cachemire pour initier un soulèvement populaire. Pourtant, le Pakistan avait surévalué la volonté des Cachemiris en fait, de faire État avec les Pakistanais. On verra, la deuxième guerre indo-pakistanaise de 1965 sera un échec complet de la part du Pakistan parce qu'il avait vraiment surestimé le rapprochement des Cachemiris indiens avec le Pakistan. À partir de 1974, après la guerre du Bangladesh, Indira Gandhi va revenir vers Abdullah parce que entre 1955 et 1975, il avait gardé le même pouvoir politique malgré le fait qu'il était en exil ou interdit de participer à la vie politique. Donc, elle va essayer de le coopter pour qu'il revienne au pouvoir. Abdullah reviendra au pouvoir au Cachemire grâce à cet accord jusqu'à sa mort en 1982 et remettra un semblant de normalité au Cachemire. Pourtant, sa possibilité de revenir au Cachemire avait été rendue possible en perdant énormément de ce pourquoi il se battait. Il ne parlait plus d'indépendance, il parlait d'intégration locale. Donc en fait, la normalité a été payée à un certain prix. Après sa mort, aucune figure politique n'a réussi à avoir le charisme. Son fils a repris la tête du parti, mais très vite, le gouvernement indien a refait les mêmes mécanismes en essayant de coopter et de coopter les partis locaux pour implémenter leur politique, ce qui mènera à une rupture totale de l'ordre conventionnel à partir de 1987. Donc en fait, ce qu'on voit vraiment au Cachemire, c'est la tentative des Cachemiris sous l'égide d'Abdullah de s'organiser, mais que le gouvernement indien a de nombreuses reprises essayé de briser les ambitions d'autonomie des Cachemiris jusqu'à rendre la possibilité de participer à la vie politique conventionnelle tellement dégradée en fait que les Cachemiris ont dû sortir de cet ordre politique-là pour s'engager dans le militantisme armé. En fait, entre 87 et 89, les Cachemiris indiens ont commencé à partir s'entraîner au Pakistan. C'était un phénomène qui était très peu arrivé avant 1987. Et ce qui va aussi changer la couleur des revendications. Avant 87 et avec Abdullah, les revendications étaient séculières et cachemiris. Après 87, elles vont prendre une tournure islamique. Maintenant, je vais revenir sur la deuxième partie historique, soit l'histoire du Tibet. Alors, le Tibet a aussi une histoire très particulière.
Parce que le Tibet est vraiment lié aux différents royaumes régionaux avant 1912. En fait, il était sous la suzeraineté de l'Empire Qing. Sauf qu'après la chute de l'Empire Qing, le Tibet et le 13e Dalai Lama, qui avaient commencé à avoir les jeux de pouvoir en Asie, entre les Russes, les Britanniques et les Chinois, va comprendre la nécessité d'essayer de déclarer sa souveraineté envers ces différentes puissances régionales. Le 13e Dalai Lama va tenter pendant cette période-là, de moderniser le Tibet, d'essayer de faire le Tibet à l'image des différentes puissances locales. Pourtant, de nombreux segments de la population tibétaine vont l'empêcher de faire ces modifications-là, considérant que le bouddhisme ne devait pas, ou les différents segments bouddhiques ne devaient pas s'intégrer à une identité nationale, en fait. Tous ces segments-là vont empêcher, en fait, toute modernisation. En 1933, le 13e Dalai Lama meurt, donc le gouvernement va se mettre en quête de sa réincarnation pendant un certain nombre d'années, et ils vont enfin trouver, en partir de 1937, et l'introniser en 1940, Tenzin Gyatso, qui sera nommé à la tête du pays en 1940. Pourtant, celui-ci devra attendre ses 18 ans pour pouvoir régner en tant que souverain. Donc, pendant la période de 1940 à 1949, ce qu'on va voir au Tibet, c'est cette lutte entre les vestiges entre les conservateurs et les vestiges des modernisateurs, en fait. Et toute cette période de régence, en fait, va mettre en conflit deux régions concurrents, Rating et Taktra, qui vont laisser en fait la société tibétaine très vulnérable. Et cette vulnérabilité va vraiment se ressentir à partir de 1949, quand quand le Parti communiste chinois va gagner la guerre civile contre les nationalistes. Donc ce qu'on voit, c'est que le projet de Mao, après sa victoire, contrairement aux différents groupements politiques qui l'avaient précédé, sera d'assurer le territoire chinois jusqu'à ses frontières occidentales. Et le Tibet va se trouver dans le chemin de cette consolidation politique. Donc, ce qui se passe, c'est que, par contre, Mao est conscient que s'il aborde le Tibet et envahit le Tibet de manière autoritaire, il va avoir un soulèvement de la population. Donc, il va essayer de coopter les élites locales, notamment en proposant une incorporation à 2 vitesses. Les zones frontalières du Tibet seront intégrées plus tardivement, et le Tibet central gardera toute son autonomie relative parce qu'elle devra accueillir les troupes chinoises. Donc, pendant toute cette période, de 1950 à 1959, on observe une cohabitation délicate entre les différentes parties du Tibet, et aussi entre les troupes chinoises et le Dalai Lama. À partir de 1959, un soulèvement de Lhasa a lieu parce qu'il y a une rumeur comme quoi le Dalai Lama allait être kidnappé, et cette rumeur a mis le feu aux poudres, et il y a eu une insurrection populaire. Même si cette rumeur n'a pas vraiment été vérifiée historiquement, elle a entraîné en fait une mobilisation massive des Tibétains et a permis au Dalai Lama de fuir en Inde. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'on observe, c'est qu'il va y avoir une situation dans le territoire du Tibet historique et une deuxième histoire du Tibet qui va être écrite en Inde. Le Dalai Lama fuit vers l'Inde et le Népal avec des dizaines de milliers de personnes, mais la majeure partie vont rester dans le territoire historique du Tibet. Dans ce territoire historique, va se mettre en place une résistance, et une résistance qui avait fermenté pendant les années 50, en fait. Notamment à travers différentes organisations, dont une, le Genketsum, qui avait été créé par le frère du Dalai Lama. Le frère du Dalai Lama, qui avait été éduqué à l'étranger, s'est mobilisé, mais vraiment à la marge, en fait, en étant
en essayant de trouver des soutiens internationaux, alors que la politique du Dalai Lama avait été de coopérer dans les premières années. Donc on voit vraiment en fait une dissonance entre la politique officielle du Dalai Lama, qui souhaitait réellement collaborer jusqu'en 1959, et, et Dundrop, qui va essayer de contacter les Américains principalement pour avoir du soutien. Pourtant, pendant cette période, les Américains n'étaient pas encore décidés à amener leur soutien. Et c'est seulement quand ils ont vu que le potentiel des combattants tibétains, notamment qui étaient dans la région du Kham, à combattre les forces chinoises, que la CIA a décidé de financer le militantisme tibétain. C'est une période dont on ne parle pas beaucoup, en fait, malgré sa présence dans la littérature sur le Tibet à l'international. Mais pendant toute cette période, en fait, la résistance du Shushigandru, qui est le groupe tibétain armé, a été fait par l'intermédiaire de la CIA. Et en fait, pendant ces 15 ans, ils se sont combattus, ils ont été entraînés dans des bases américaines à l'étranger. Mais on voit qu'au tournant des années 70, avec le rapprochement entre Nixon et la RPC, la CIA coupe son financement, en fait. Et avec le financement coupé, la guérilla va perdre toutes ses possibilités dans la région et va déposer les armes en 75. On voit en fait que c'était vraiment la CIA financée parce qu'ils avaient des intérêts dans la région et ce n'était pas pour un idéal de soutien à l'autodétermination des Tibétains. Maintenant, je reviens à un autre aspect qui est l'histoire en exil. Dans ce qu'on voit en exil, c'est une tentative par le Dalai Lama, avec toute la reconfiguration de la société tibétaine suite à cette fuite, qui va lui permettre de démocratiser le Tibet. Donc principalement à travers la promulgation d'une constitution, à travers la création d'un parlement, où les Tibétains pourront voter pour leurs représentants pour la première fois. Ils vont aussi tenter de faire appel aux Nations Unies, mais ces appels seront en vain, en fait. Ils seront très vite mis de côté. Le gouvernement tibétain n'ayant pas beaucoup d'appui à l'international pendant cette période, ils vont être vite oubliés. Ce qui se passe, c'est que, comme j'avais dit tout à l'heure, au début au Tibet, la révolution chinoise n'avait pas encore fait de réformes structurelles, mais à partir de 1966, la révolution culturelle, on observe en fait dans le Tibet historique énormément de violence, beaucoup de destruction de temples. C'est une période très difficile pour le Tibet historique, mais dont les Tibétains en exil ne pourront rien faire face à cette violence. Et aussi, ils auront très peu d'informations face à ce qui se passe vraiment dans les territoires du Tibet. Donc, la période de 1963 à 1974 est une période vraiment assez difficile pour les Tibétains, parce qu'on voit cette scission entre le Tibet historique et l'exil. Mais pourtant, comme je l'ai dit, le Dalai Lama va être la figure de proue pour créer en exil un nouveau et créer une nation tibétaine en exil. Ce qui va être renforcé par le fait qu'après la mort de Mao, le début de la libération de la Chine, ils vont pouvoir envoyer des missions dans le Tibet historique pour savoir en fait ce qui s'y passe, et aussi ce qui va prouver, c'est que le Dalai Lama a énormément de soutien encore dans les territoires historiques du Tibet. Ces deux dynamiques vont pousser les Tibétains à trouver des nouvelles voies en fait, pour se mobiliser. Avant, ils se mobilisaient pour leur autodétermination. Ils utilisaient le langage de l'autodétermination dans les arènes internationales, mais à partir de ce moment-là, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est parler de droits humains, parler de droits des femmes, parler de préservation de la culture. Donc à partir des années 80, on voit une dynamique, c'est la création d'une idée d'une nation tibétaine, mais aussi un nouveau langage de la lutte. Et ce langage de la lutte sera aussi récompensé à l'international par le prix Nobel de la paix qui sera accordé au Dalai Lama. Donc, ce que j'essaie de faire vraiment dans cette présentation historique, c'est de voir comment
on voit dans ces deux mouvements différentes périodes qui sont, et notamment une rupture assez critique qui est à partir de quand ils ont été intégrés dans des nouveaux régimes politiques. Donc moi, ce qui m'a intéressé dans mon analyse historique, c'était vraiment voir, faire attention à la structure des mouvements, comment ils étaient organisés, qui étaient les meneurs de file, quelles idées aussi ont été revendiquées par les mouvements. Est-ce que c'était des idées par exemple, islamiques d'un côté, du côté des Cachemiris, ou des idées séculières? Est-ce que c'était le bouddhisme qui était mis de l'avant, ou est-ce que c'était une nation tibétaine? Mais aussi de voir en fait si le soutien étranger a une influence vraiment concrète sur comment la mobilisation est performée. C'est sur ça en fait que je vais essayer de, parce que j'ai un certain nombre d'hypothèses dans cette analyse, je vais essayer de revenir sur une d'entre elles, qui est le soutien apporté par des amis étrangers. Donc, une hypothèse que j'avais fait en commençant ce travail était que le soutien matériel d'acteurs étrangers conduit un mouvement d'autodétermination à poursuivre des actions violentes. Dans ce qu'on a vu avec le Pakistan d'un côté et avec les Américains de l'autre, d'un côté pour les Tibétains, de l'autre pour les Cachemiris, est-ce que le soutien vraiment pousse les mouvements à se dire « Ah ok, à partir de ce moment-là, on va s'engager dans une lutte violente ». Et en fait, ce qu'on voit quand on analyse vraiment la littérature, c'est que en fait, cette hypothèse est fallacieuse parce que au Cachemire, quand le Pakistan a essayé en 1965 d'initier un soulèvement en fournissant des armes et autres, ce n'a pas amené en fait les mouvements cachemiris à s'engager dans du militantisme violent. D'un autre côté, au Tibet, pour les Américains, on voit vraiment que de la même manière, en fait, les Américains ont commencé à financer les Tibétains seulement après qu'ils aient vu en fait, que ceux-ci cherchaient activement des armes et étaient prêts à s'engager en fait, dans un militantisme violent. Donc, en fait, en voyant ces différents mouvements d'autodétermination historique, ce qu'on peut voir, c'est que un soutien externe ne conduit pas nécessairement en fait, un groupe à poursuivre des actions violentes. Il y a vraiment différents facteurs qui amènent le groupe, notamment le fait de modifier les conditions de vie. Au Cachemire, les conditions de vie n'avaient pas été réellement modifiées après la partition, alors qu'au Tibet, ce qui avait amené les Tibétains à former une résistance en marge du Dalai Lama était que le Parti communiste avait essayé de changer dans les territoires limitrophes les modes de vie. Je m'excuse, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ouais. Oui, il faudrait conclure dans une minute ou deux, monsieur Marouane. Merci. Il me reste une seule slide. Deuxièmement, ce qui m'a intéressé, c'est dans mon analyse, c'est d'essayer de comprendre comment, par exemple, des figures comme le Cheikh Abdullah ou le Dalai Lama ont eu un impact en fait sur les mobilisations. En fait, on pourrait croire en fait que le Dalai Lama a eu, de par sa position, en fait, une autorité pour déterminer pour aussi définir un activisme non violent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Cheikh Abdullah, qui avait une autorité qu'il avait gagnée par sa participation au mouvement, lui donnait plus d'autorité que le Dalai Lama, parce que le Cheikh Abdullah a réussi à construire et à s'adresser à un collectif qui s'identifiait comme collectif. Alors que le Dalai Lama, avant l'exil, quand il parlait de non-violence ou qu'il essayait de convaincre les Tibétains de ne pas s'engager dans du militantisme armé, ne parlait pas à un collectif tibétain qui pouvait se concevoir comme un collectif national.
Ce qui fait que leurs idéologies, qui ont tous les deux été inspirées par Mahatma Gandhi, ont eu des effets différents en fonction du fait que le collectif était conscient de lui-même et pouvait raisonner avec ce que le dirigeant politique lui disait ou lui recommandait. Donc ça, c'était vraiment un aspect que j'essaie de démontrer en fait dans mon analyse. Donc pour conclure, moi j'ai essayé de m'arrêter sur deux périodes historiques spécifiques, mais je trouve que c'est très pertinent pour l'analyse des mouvements sociaux. Toutes les théories et toutes les recherches qui sont faites sur le nationalisme. Comment des groupements politiques acquièrent conscience d'être un groupement politique et quel marqueur va être utilisé pour définir une autodétermination ou pour revendiquer un territoire. Donc c'est vraiment en fait essayer de... En Asie, je trouve que c'était cultiver ces recherches-là pour essayer de refaire un travail d'archives et tout un champ à approfondir. Merci. Merci beaucoup, Marouane. Une présentation bien stimulante. Ce que je retiens, moi, si tu peux me permettre de résumer, c'est que d'une part, au Cachemire, ou dans ces deux régions autonomes de l'Himalaya, dans l'une, la population était beaucoup plus unie que dans l'autre, et dans cette population qui était unie, c'est-à-dire au Cachemire, la lutte pour l'autonomie, pour l'indépendance ou tout au moins une certaine autonomie administrative passait d'une part par le sécularisme et d'autre part, tout au moins à l'origine, par la non-violence. Alors qu'au Tibet, cette unité a toujours été absente, tout au moins jusqu'au début des années 90. Là. Et que dans cette absence d'unité, la lutte était beaucoup plus violente. Et les identités étaient sectaires, c'est-à-dire par rapport à différentes identités bouddhistes sur le territoire. Et c'est très différent des représentations contemporaines qui sont faites de ces deux régions. Alors qu'en Occident, on perçoit souvent le Tibet comme ayant toujours été non-violent, en grande partie en raison de l'image que met de l'avant le Dalai Lama, et que le Cachemire comme ayant toujours été une région trouble de l'Himalaya indien. Ta présentation, ta recherche, en fait, se limite aux périodes de 1904 à 1989. J'aimerais ici simplement, pour les auditeurs, souligner le fait que le 31 octobre 2019, l'État du Jammu-Cachemire a changé de statut et n'est plus un État. Il y a eu une abrogation, l'article 370 de la Constitution indienne a été abrogé. Il n'existe plus et maintenant ce sont des territoires. Alors, le Cachemire n'a plus d'autonomie administrative. La Constitution du Jammu-Cachemire a également été rayée là. Alors ça c'est un changement important. Alors sur ce, peut-être que je laisserai la parole ou je laisserai place aux questions. Si vous avez des questions, je vous prierai de lever votre petite main virtuelle. Vincent, je crois qu'il y a une question. Oui. Ah, excusez-moi. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, parfait. Premièrement, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. C'était très éclairant, c'est très intéressant de voir des points de vue différents, nouveaux et bien étayés sur une région qui malheureusement on connaît très peu en Occident. Ma question est la suivante. L'Himalaya, c'est un ensemble géographique, c'est aussi un ensemble culturel, et dans le cas qui nous intéresse, c'est aussi un ensemble avec une pluralité religieuse. Quand on regarde, par exemple, le Jammu-Cachemire, ce sont un ensemble qui se définit comme étant principalement musulman et qui interagit avec un méta-ensemble hindou. Lorsqu'on voit le Tibet, c'est un ensemble bouddhiste qui interagit avec la Chine, qui est une
comment je pourrais dire ça, un amalgame à la fois de confucianisme, de bouddhisme et de religion animiste chinoise. Est-ce que vos recherches ont porté sur les interrelations, comment par exemple ces groupes religieux réagissent? Est-ce qu'il y a par exemple des stratégies différentes de comment interagir avec un ensemble confucéen ou encore comment interagir avec un ensemble hindou? Est-ce que vous avez une approche constructiviste par rapport à vos recherches? Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est aussi... je me suis plus intéressé à la lutte, par exemple, au Cachemire face aux ensembles hindous, comme tu les as nommés. Parce que je trouve en Chine, la première partie, en fait, avant les années 80-90, le langage qui était utilisé, surtout avant la mort de Mao, était plus un langage anti-religieux, même s'il y avait en fait ce tissu social confucéen, c'était vraiment le langage qui était utilisé pour justifier, par exemple, la destruction des idoles pendant la révolution culturelle. Alors, ce qui est particulier au Tibet, c'était aussi, j'en parle un peu dans mon travail, mais j'en ai pas du tout parlé ici, c'était d'avoir des informations. Okay. Par rapport à, en fait, on est face à vraiment plusieurs querelles historiographiques, plusieurs même ouvrages qui ont des positions différentes. Donc, il y avait tout ce travail à faire, à essayer de démêler les positionnements. Alors, je trouve qu'au Cachemire, c'était un peu plus simple parce qu'il y a vraiment quand même une bonne tradition universitaire qui est, on va dire, plus fiable en Inde. Donc, c'était un peu plus simple d'essayer de comprendre en fait, comment les différents aspects s'étaient organisés pour lutter contre l'hindouisme. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi, je n'ai pas beaucoup parlé, mais à partir des années 80-90, on voit aussi l'influence du sunnisme qui s'implante au Pakistan et sur le mouvement cachemiri et sur la manière de se penser en tant que collectif, en fait. Genre comment, en fait, dans le siège aussi du BGP, on voit vraiment une confessionnalisation du jeu politique. Dans cette période. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond. Moi, c'est sûr que je m'étais plus intéressé à l'option chinoise parce que j'ai étudié là-bas. J'ai quand même une meilleure compréhension. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation, une montée du confucianisme dans le Parti communiste chinois actuel. Donc, c'est intéressant de voir qu'en Chine, il y a une montée de l'hindouisme, comment on pourrait dire ça, de l'appareil administratif qui se confessionnalise, puis de voir en Chine qu'il y a une résurgence aussi, puis que ces résurgences-là deviennent des moteurs à politique publique. Complètement. Enfin, merci. Merci à toi. Qui aurait une question également? Ton micro, Serge? Oui, ça va aller mieux. Hein? Vous m'entendez bien? Oui. OK. Alors, j'ai une question. Merci pour la présentation. Une question relativement précise. Vous parlez de mouvements autonomistes. Alors, y a-t-il une fracture entre les mouvements séparatistes et autonomistes au sein même du Cachemire et du mouvement tibétain? Alors oui, en fait, complètement, on voit, en fait, même avant 1947, les différents mouvements au Cachemire, le plus important, comme je dis, c'est la JKNC, mais même la JKMC souhaitait une indépendance, ils étaient autonomistes. Ce qui s'est passé, c'est que l'autonomie, comme je l'ai dit, elle s'est progressivement baissée avec la mort de Abdullah en 1982, mais la volonté principale était l'autonomie. Après, à partir de 87, mais en fait, c'est pour ça que je ne parle pas des années 90, mais sous l'influence du Pakistan, il y a eu beaucoup plus de groupes qui ont été séparatistes, mais une séparation pour rejoindre en fait le Pakistan, qui a été rarement prononcée avant cela en fait. C'est vraiment très minoritaire avant les années 87. Il y avait juste un seul groupe dans les années 30 qui souhaitait le rapprochement au Pakistan, mais ça a été vraiment un concours de circonstances en fait. Et comment les idéologies ont changé dans le rapport à l'Inde. Donc oui, il y a eu
beaucoup de différences entre les différents partis par rapport aux affinités religieuses et mais aussi ethniques, en fait. Je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce que je peux réenchérir? Quand vous parlez d'autonomie, est-ce que c'est l'autonomie en Inde ou c'est l'autonomie voulant dire un pays représenté à l'ONU? Alors, c'est quoi l'autonomie? C'est l'autonomie en Inde ou c'est l'autonomie tout court? Ouais, ça, c'est vraiment par période historique. Entre 47 et 53, le JKNC voulait l'autonomie, un pays autonome. Après, entre 55 et 73, non, et 71, en fait, ils ont voulu l'autonomie, encore un pays autonome, mais à travers un parti différent qui a été exclu de l'espace politique. À partir, en fait, de la guerre du la guerre du Bangladesh, pardon, le discours a changé, en fait. Là, ils voulaient seulement une autonomie interne, au sein de l'Inde, en fait. C'était un peu pour, on va dire, sauver ce qu'ils pouvaient avoir. Et en fait, leurs ambitions ont été diminuées au fur et à mesure. Mais le parti, à la base du plébiscite, en fait, il suivait une recommandation de l'ONU qui était de tenir un plébiscite au Cachemire pour pouvoir acquérir une indépendance en tant que pays autonome. Mais ça a été revu progressivement et de manière stratégique, en fait, en fonction de comment des différents mouvements régionaux. En fait, il y a eu, par exemple, le fait que le Pakistan soit devenu une république islamique, et aussi le fait que le Pakistan ait été scindé en deux. J'aurais peut-être une petite question, Marwan. Quand on parle de l'État du Jammu-Cachemire, c'est un État avec 3 districts distincts, le district de Jammu, qui est majoritairement hindou, le district de Cachemire, majoritairement musulman, et le district du Ladakh, qui lui était majoritairement bouddhiste. Mais est-ce qu'il y avait également, avant 1947, un genre d'indépendance ou de mouvement d'indépendance au Ladakh qui voulait créer une région indépendante du reste de l'Inde ou peut-être de s'acoquiner plus avec le Tibet, qui lui était majoritairement bouddhiste? Oui, avant, il y a une courte volonté. En fait, en 1952, des partis ladakis ont considéré aussi, en fait, une autonomie régionale accrue, genre soit au sein de l'État indien, ou soit, comme tu l'as dit, en essayant de rejoindre le Tibet. Vu ce que le Tibet est devenu, c'est peut-être pas une bonne idée, mais en fait, plus on creuse, plus la région, et je trouve l'Inde, plus on voit le fait qu'on on a l'impression d'être dans des systèmes de poupées russes décoloniales, où à chaque fois, on retrouve un groupe qui souhaite son autonomie. Surtout que la domination britannique, comme je l'ai dit avant, a été souvent faite par une domination indirecte. Il y avait plusieurs districts, historiquement, au Cachemire, qui avaient des rajas locaux qui dataient encore, en fait, qui avaient une petite suzeraineté, qui datait de régimes de fonciers, qui datent de l'époque moghole, en fait. Donc, on retrouve beaucoup de particularités, en fait, dans le mode de gouvernance et les revendications. En fait, je trouve que quand on s'intéresse au foncier et à l'impôt, on voit et on essaie de comprendre toutes les divergences, que ce n'est pas seulement d'être musulman ou hindou, c'est aussi d'appartenir à certaines sectes. Au Cachemire, il y a des soufis, il y a des sunnites, il y a des différentes sectes de l'hindouisme aussi. Donc, c'est aussi, je trouve, tout un travail à faire pour essayer de démêler les différentes formes d'identification et de collectivisation, en fait. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que ce sont des régions à l'intérieur desquelles il y avait beaucoup, où il y a toujours énormément d'identités, hein, et ça a eu un impact sur les frontières à travers les décennies. Alors sur ce, il est presque déjà 1h25, que je me permettrai de laisser le mot de clôture à M. Francis Paradis. Oui, merci beaucoup, M. Boisvert. Écoutez, félicitations pour vos recherches, M. Attala, c'est très intéressant. Je représente le Bureau du Québec en Inde et la compréhension du passé nous permet de réfléchir à l'avenir.
Vous savez que ce territoire est présentement dans une grande tension internationale entre la Chine, l'Inde et le Pakistan. Il y a même eu des grandes tensions militaires il y a quelques mois. La route de la soie que la Chine est en train de déployer vers l'Europe et pour avoir accès par le Pakistan, notamment à la mer d'Arabie. Donc, c'est un emplacement extrêmement intéressant où nous, le Bureau du Québec, on suit extrêmement de près ce qui se passe en géopolitique. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette belle présentation. Le Bureau du Québec est installé en Inde depuis 2008. Le Québec désire faire des affaires avec l'Inde, mais pas simplement au niveau économique. Donc, la présence du Bureau du Québec est très appréciée, notamment dans le développement de la francophonie. Il y a beaucoup de francophiles en Inde et nous développons beaucoup les liens avec les Indiens, notamment culturels. Je fais beaucoup de présentations du Québec aux Indiens. Ils sont très intéressés, très passionnés par ce qui se passe chez nous. Et j'ai été même très surpris qu'à l'Université de Delhi, j'ai trouvé dans les bibliothèques des livres et des grands spécialistes de Michel Tremblay et de notre théâtre, qui est très bien apprécié en Inde. Donc, c'est fascinant de voir des belles choses comme ça. Donc, vous savez, l'Inde, je vais vite là, mais deviendra le plus grand pays en nombre d'individus d'ici 2030. 2021 sera la plus grande année du développement du PIB mondial pour l'Inde, premier pays au monde après la pandémie. Donc, il y a des croissances énormes qui s'en viennent au niveau des infrastructures et tout. Je fais mon petit laïus économique. Mais vous savez, le Québec est présent et nous sommes présents dans toutes les sphères de la vie des Québécois, des Québécoises. Pour faire rayonner le Québec, on a même été à la télévision nationale le 17 décembre, ou la télévision nationale indienne, où le parti avait même voulait inviter le chef du Parti québécois à venir présenter l'autodétermination et l'indépendance du Québec si le Québec venait à un autre référendum. Donc, imaginez qu'une province comme la nôtre, la moitié de la taille de Mumbai, intéresse l'Inde. Donc, ça vous donne une idée de l'importance qu'on peut avoir dans la géopolitique, dans la sphère, avec nos spécialités. Mais c'est grâce aussi par le soutien que vous faites, les universités, l'UQAM notamment, avec ses recherches, M. Boisvert, et les groupes de recherche. C'est très important. Ne sous-estimez pas votre travail. C'est extrêmement important. Votre présence à l'international, les alliances que l'on fait. Nous sommes en train de développer des alliances avec plusieurs universités, Goa, l'Université Delhi, le TIS, Tata Institute of Social Sciences, très important pour nous aussi. Donc, c'est très important les recherches que vous faites, les étudiants, les professeurs. Donc, je vous encourage et on vous suit à l'international et ça nous permet de rayonner. Et je suis très fier aujourd'hui d'avoir pu écouter cette belle présentation et bonne continuation, M. Attala, dans votre recherche, dans votre carrière de professeur peut-être. Mais c'est très important ce que vous faites et soyez assurés qu'on vous suit et qu'on est là pour vous aider. Si vous avez besoin aussi de stages ou de terrain en Inde, on est là pour vous soutenir aussi. On aide beaucoup tous les types d'étudiants. On a des étudiants qui viennent, par exemple, de la Polytechnique pour de l'ingénierie, mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent des sciences sociales, et peu importe, pour étudier en Inde, faire des terrains. Donc, venez nous voir, venez nous saluer si vous passez par Mumbai, mais on est très heureux de là. Alors, je vous remercie de l'invitation et encore une fois, félicitations et merci beaucoup pour votre ouverture à notre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Paradis. Merci, M. Attala. Merci à l'IEIM et merci à vous toutes, vous tous de votre présence aujourd'hui et au plaisir de vous revoir. Merci à tous.